Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de variables aléatoires. En général, on note les variables aléatoires par une lettre majuscule, par exemple x majuscule. Là, je vous ai mis deux exemples de variables aléatoires. Donc vous voyez, ces variables aléatoires, elles représentent ou elles matérialisent quelque chose qui n'est pas encore connu. Par exemple, le résultat après le lancer d'un dé à 6 faces, ou bien la taille en centimètres du prochain inconnu que je vais rencontrer. Donc une variable aléatoire, c'est simplement une variable, mais dont la valeur n'est potentiellement pas connue, et on ne se soucie pas de savoir si la valeur de cette variable est déjà déterminée ou pas. Alors ce qui nous intéresse généralement avec les variables aléatoires, c'est d'être capable d'associer des probabilités aux différentes valeurs que ces variables aléatoires peuvent prendre. Et donc par exemple, pour x ici, on peut s'intéresser à la probabilité que x soit égal à 4. C'est-à-dire que le résultat du lancer, quand je lance un dé à 6 faces, est 4. Et donc pour faire le lien avec les notions qu'on avait vues dans le chapitre précédent, ici on est toujours en train de parler de la probabilité d'un événement, et ici simplement l'événement, c'est le résultat du lancer est 4. On peut soit le marquer comme ça, soit le marquer en termes de variable aléatoire, donc comme c'est marqué ici. Si on prend le deuxième exemple, on pourrait aussi imaginer de s'intéresser à la probabilité, donc, et puis ici c'est pas x, mais c'est y, que donc notre variable aléatoire y soit plus grande ou égale à 120 et plus petit ou égal à 171, ce qui voudrait dire donc la taille en centimètres du prochain inconnu rencontré est entre 120 et 171 cm. Alors par rapport aux variables aléatoires, une des premières choses à laquelle on s'intéresse, c'est les fonctions de répartition ou fonctions de probabilité cumulées. Ou également, on appelle ça une fonction de distribution parfois. Alors prenons par exemple la dénomination fonction de répartition. Donc une fonction de répartition, c'est ce que vous avez là sous les yeux. Donc déjà, pour commencer, c'est une fonction. Donc c'est juste une fonction avec un argument. Et puis c'est une fonction de répartition dans le sens où elle indique de quelle manière les probabilités associées à notre variable aléatoire sont réparties sur l'axe des réels. Donc, une fonction de répartition, ça nous dit juste quelle est la probabilité que notre variable aléatoire x soit plus petite ou égale à l'argument qu'on met dans la fonction. Et ici, c'est petit x. Alors, on peut le noter de cette manière-là, ou alors de cette manière-là, c'est-à-dire grand F à évaluer à petit x, ou des fois, on met aussi un indice ici pour signifier que c'est la fonction de répartition de la variable aléatoire grand X. Donc, évidemment, x, c'est une variable aléatoire quelconque. Donc, en fonction du type de variable aléatoire que c'est, on aura une fonction de répartition qui sera différente. Par exemple, ici, je vous ai donné l'exemple d'une fonction de répartition d'une variable aléatoire qui est distribuée selon la loi de Pareto. Voilà la fonction de répartition. Mais on pourrait imaginer une autre fonction de répartition qui serait la fonction de répartition d'un autre phénomène aléatoire. Par exemple, si on considère le résultat après le lancer d'un dé à 6 faces, alors la fonction de répartition sera différente de celle-ci. Elle sera de telle manière à attribuer une probabilité de 1 sur 6 à toutes les valeurs entières entre 1 et 6. Donc voilà, pour une variable aléatoire, on aura une certaine fonction de répartition, et en fonction du type de variable aléatoire qu'on a, on aura différentes fonctions de répartition. Alors on peut imaginer une infinité de fonctions de répartition, mais par contre toutes les fonctions ne sont pas des fonctions de répartition. Pour qu'une fonction soit une fonction de répartition, il faut qu'elle respecte un certain nombre de critères qui sont les suivants. Une fonction de répartition est toujours comprise entre 0 et 1, donc pour tous les arguments possibles. Et ça, c'est tout à fait logique parce qu'une fonction de répartition, comme on a vu, c'est une probabilité en fait. Et on sait que les probabilités, c'est toujours entre 0 et 1. Alors ensuite, les deux propriétés suivantes que vous avez ici signifient qu'on s'intéresse que aux variables aléatoires qui sont finies. Donc la probabilité qu'on soit plus petit ou égal à moins l'infini, c'est 0, donc c'est un événement impossible. Et la probabilité qu'on soit plus petit ou égal à plus l'infini, c'est 1 parce que c'est certain qu'on aura une valeur finie qui sera plus petit ou égal que l'infini. Ensuite, la dernière caractéristique, c'est que une fonction de répartition n'est jamais décroissante. Et en fait, c'est logique. Je vous ai mis une petite illustration ici. Donc, prenez par exemple f de 5. Alors, f de 5, on sait que c'est la probabilité que x soit plus petit ou égal à 5. Mais cet événement x soit plus petit ou égal à 5, on peut y réfléchir de la manière suivante. On peut dire que c'est l'événement x est plus petit ou égal à 4, ou l'événement x est plus grand que 4 et plus petit ou égal à 5.
Mais ici, en travaillant de cette manière, donc c'est totalement équivalent d'écrire ça comme ça ou comme ça. Mais j'ai défini en fait deux événements qui sont disjoints, A et B, parce que c'est certain qu'on sera soit plus petit ou égal à 4, soit plus grand que 4. Mais on ne peut pas être à la fois plus petit ou égal à 4 et plus grand que 4. Et donc ces deux événements sont disjoints, ce qui veut dire que la probabilité de leur union, c'est égal à la somme des probabilités des deux événements considérés. Si vous n'êtes pas au clair avec ça, référez-vous au chapitre 5 dans lequel on parle de ça. Et puis donc on obtient finalement cette expression. Et là-dedans, on reconnaît que c'est f de 4. Et donc on peut dire que f de 5, c'est égal à f de 4 plus quelque chose. Et ce quelque chose ici, c'est une probabilité. Donc c'est de toute façon positif, enfin plus grand ou égal à 0. Et donc vous voyez que f de 5 est de toute façon plus grand ou égal à f de 4, parce que f de 5, c'est égal à f de 4 plus quelque chose qui est plus grand ou égal à 0. Alors maintenant, vu que les fonctions de répartition sont des fonctions, évidemment on peut les représenter sur des graphiques, et c'est très utile de le faire, mais familiarisons-nous avec ces graphiques. Donc là par exemple, le premier qu'on a, c'est la fonction de répartition d'une variable aléatoire continue, c'est-à-dire qu'il peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle, mais je vous reparlerai des variables aléatoires continues juste un petit peu plus tard. Donc c'est assez simple, la manière dont elle se lit, c'est que pour connaître la probabilité que la variable aléatoire soit plus petite ou égale qu'une certaine valeur, on va juste évaluer cette fonction à la valeur qui nous intéresse. Par exemple à 5, on évalue la fonction à 5, et la fonction, elle nous retourne 0,831, ce qui veut dire que la probabilité que notre variable aléatoire soit plus petite ou égale à 5 est égale à 83,1%. Alors ensuite, à droite, un graphique un tout petit peu plus spécial, mais quand même valide. C'est celui-ci, donc. Alors là, on a des sauts suivis de plats. Donc, on a affaire à une variable aléatoire discrète. Et puis, ça se lit exactement de la même manière que précédemment. Si on veut connaître la probabilité que notre variable aléatoire soit plus petit ou égal à une certaine valeur, on va simplement évaluer la fonction à cette valeur. Par exemple, la probabilité que la variable aléatoire soit plus petite ou égale à 4, disons que c'est à peu près ici 4, on voit que la fonction nous retourne 0,6. Donc, il y a 60% de chances que notre variable aléatoire soit plus petite ou égale à 4. Alors ici, deux choses que vous pouvez retenir si vous en avez envie, c'est que les endroits où on a un plat absolu, c'est des endroits où il est impossible que la variable aléatoire soit. Donc ici, c'est impossible que la variable aléatoire prenne des valeurs qui sont plus grandes que 1 et plus petites que 3. A l'inverse, des endroits où il y a des sauts dans notre fonction, c'est des endroits où il y a des probabilités relativement importantes, ça dépend de la taille des sauts, que notre variable aléatoire soit égale à la valeur où il y a le saut. Par exemple ici, il y a une probabilité de 18% que la variable aléatoire soit égale à 1, parce qu'on voit qu'il y a un saut de 0,18 à la valeur 1. Pareil ici, donc il y a une probabilité de 60% moins 18% que la variable aléatoire soit égale à 3, parce qu'il y a un saut qui est de la taille 60% moins 18% à cette valeur, et ainsi de suite. Après, on peut tout à fait imaginer aussi une fonction de répartition qui contienne des endroits avec des plats, des endroits avec des sauts et des endroits avec une pente positive. Ici, on n'aurait pas affaire à une variable aléatoire continue ni à une variable aléatoire discrète, mais à un mélange entre les deux. Mais on est non décroissant, plus grand que 1, plus petit que 1, plus grand que 0, donc on respecte les conditions pour avoir une fonction de répartition. Et finalement, le dernier exemple qui n'est pas une fonction de répartition, c'est celui-là. Alors, il n'est pas une fonction de répartition pour trois raisons, parce que la fonction ici, elle est plus petite que 0 à certains endroits, plus grande que 1 à un autre endroit et décroissante à cet endroit-là. Donc ça, c'est trois raisons pour lesquelles ça ne peut pas être une fonction de répartition. Alors maintenant, on va parler des variables aléatoires discrètes et plus tard, on parlera des variables aléatoires continues. Donc une variable aléatoire discrète, c'est simplement une variable aléatoire qui peut prendre une quantité dénombrable de valeurs. Donc, je vous ai donné un exemple ici. Donc, pour considérer une variable aléatoire x, qui est une variable aléatoire discrète, ça signifie que, par exemple, elle peut prendre les valeurs qui sont dans cet ensemble-là. Disons, ça commence à A plus 1 et ainsi de suite, jusqu'à 3, 4, 5, etc. et finalement jusqu'à B.
Donc vous voyez ici, on a un ensemble discret ou un ensemble dénombrable, même si B, ça peut potentiellement être plus l'infini, ou A, ça peut potentiellement être moins l'infini. Mais on a un ensemble discret dans le sens où on peut dénombrer les valeurs à l'intérieur de cet ensemble-là. Donc pour la fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète, eh bien, la définition pour commencer ne change pas, donc c'est toujours la probabilité qu'on soit plus petit ou égal à la valeur qu'on met ici en argument. Et eh ben, cet événement-là, la probabilité que x soit plus petit ou égal à 5, on peut le réexprimer comme une union de plusieurs événements. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs manières d'être plus petit ou égal à 5. C'est soit d'être égal à 5, soit d'être égal à 4, soit etc. jusqu'à a, la plus petite valeur. Mais on sait qu'on ne peut pas avoir de valeur intermédiaire entre 5 et 4, entre 4 et 3, et ainsi de suite. Parce que justement, on a une variable discrète. Et donc, en réécrivant cet événement-là de cette manière-là, et en constatant de nouveau que ici on a affaire à des événements disjoints, donc on sait qu'on peut recalculer, enfin on peut réexprimer cette probabilité comme la somme des probabilités de chacun de ces événements disjoints. Ce que j'ai écrit ici, et ce qu'on peut finalement écrire de cette manière-là. Donc, il n'y a rien de... Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas forcément très grave. Il n'y a rien de très compliqué avec une variable aléatoire discrète. Simplement, pour calculer la fonction de répartition, eh ben, on va additionner les probabilités de la plus petite valeur jusqu'à la valeur qui est ici. Ce que j'ai noté là. Et puis, ce qu'on peut réexprimer sous la forme condensée avec un signe de sommation. C'est tout. Ensuite, quand on évalue la fonction de répartition, donc ce que j'ai fait ici, a une valeur intermédiaire qui n'est pas possible pour la variable aléatoire. Alors il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il faut savoir comment ça se passe. Donc la probabilité qu'on soit plus petit ou égal à 3,2 par exemple, sachant qu'on peut soit être égal à 3, soit à 4, mais pas entre les deux, on peut réexprimer ça comme étant la probabilité d'être plus petit ou égal à 3, ou alors plus grand que 3 et plus petit ou égal à 3,2. Ensuite, de nouveau, on a des événements disjoints, donc on peut séparer les probabilités. Et puis, on peut constater, donc on a ce terme-là, et puis ce terme-là, il est égal à 0 parce que ce n'est pas possible d'être plus grand que 3 et plus petit ou égal à 3,2. Parce que justement, les valeurs intermédiaires ne sont pas possibles. Et donc finalement, quand on va évaluer la fonction de répartition à une valeur intermédiaire, eh ben, on pourra réévaluer la fonction de répartition en arrondissant la valeur qu'on avait au début vers le bas, c'est-à-dire vers la plus proche valeur vers le bas que la variable aléatoire peut prendre. Ensuite, pour ce terme-là qu'on a déjà vu là-haut, donc la probabilité que la variable aléatoire soit exactement égale à une certaine valeur, on peut aussi noter ça plus simplement juste P de x comme ça, eh bien ça s'appelle la fonction de masse ou fonction de masse de probabilité. Ça indique la masse de probabilité à cette valeur petit x. Ensuite, évidemment, si petit x c'est une valeur intermédiaire, eh bien cette probabilité donc d'être égale à une valeur intermédiaire sera égale à 0. Mais si ce n'est pas une valeur intermédiaire, eh bien la probabilité d'être exactement égale à petit x peut se calculer comme ça en faisant la différence entre la fonction de répartition ax moins la fonction de répartition ax moins 1. Donc là, ça capture seulement la masse de probabilité qui est ax. Et je vous laisse regarder les deux lignes pour vous en convaincre. Et finalement, la dernière chose que je dirais à ce propos, c'est que quand on somme la fonction de masse sur toutes les valeurs possibles, eh bien, le résultat sera toujours égal à 1, parce que quand on somme les probabilités d'être exactement égal à toutes les valeurs possibles, eh bien, c'est 100% dans le sens où c'est certain que la variable aléatoire prendra une valeur qui est parmi les valeurs possibles. Alors, on vient de voir les variables aléatoires continues. On a dit que c'était des variables aléatoires qui pouvaient prendre leur valeur dans un ensemble de valeurs dénombrables. Pour les variables aléatoires continues, elles peuvent prendre leur valeur dans un intervalle. Et puis un intervalle, c'est un ensemble non dénombrable. Donc prenons l'exemple de la variable aléatoire x qui peut prendre une valeur dans l'intervalle entre a et b non compris, avec bien entendu b plus grand que a. Pour calculer la fonction de répartition d'une telle variable aléatoire, par exemple si on évalue la fonction de répartition à la valeur 5, alors c'est toujours égal à la probabilité que la variable aléatoire soit plus petit ou égal à 5, et on peut le réexprimer comme étant la probabilité que la variable aléatoire soit entre a et 5, parce qu'on sait que de toute façon elle sera plus grande que a.
Et donc, cette probabilité-là, comme précédemment, on va l'exprimer comme une somme. Rappelez-vous, dans le cas discret, on exprimait notre fonction de répartition comme une somme sur toutes les valeurs de la plus petite à 5. Et bien là, on va refaire la même chose, sauf que cette somme, ça va être une intégrale cette fois-ci. Parce que les intégrales sont des sommes, mais des sommes de très petites choses sur un intervalle. Et donc, on va sommer de nouveau de a à 5 quelque chose qui correspond à chaque fois à la probabilité de notre variable aléatoire d'être à un certain endroit. Et cette probabilité, pour ceux qui sont les plus curieux, honnêtement, vous pouvez retenir ça essentiellement. Mais en fait, ce terme-là, f de x fois dx, c'est en fait égal à la probabilité que la variable aléatoire x soit entre petit x et petit x plus dx. Voilà, comme ça c'est dit. Et donc cette fonction f de x, c'est la densité de probabilité. Je vais en parler tout de suite. Donc vraiment, je répète, la fonction de répartition, on la calcule comme une intégrale entre la plus petite valeur et la valeur qu'on a dans l'argument ici. Et la chose qu'on intègre, c'est la fonction de densité. C'est une fonction qui, quand on l'intègre, nous donne en effet cette fonction-là. Pour le cas continu, la probabilité que notre variable aléatoire soit exactement égale à une certaine valeur sera toujours égale à 0. Parce qu'en fait, dans un intervalle, il y a tellement de valeurs, il y a un nombre indénombrable de valeurs possibles. Rien que penser à l'intervalle de 0 à 1, vous n'allez jamais pouvoir compter toutes les valeurs qu'il y a. Rien que même entre 0 et 0,01, vous ne pouvez pas compter toutes les étapes intermédiaires. Donc bref, il y a tellement de valeurs possibles que si on attribuait une probabilité positive à chacune de ces valeurs possibles dans l'intervalle, eh ben, quand on sommerait toutes ces probabilités, on aurait quelque chose de beaucoup plus grand que 1. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre a priori, mais pour les variables aléatoires continues, elles ont une probabilité positive d'être dans un intervalle, mais pas d'être exactement égales à une certaine valeur. Alors ensuite, la fonction de densité dont je vous ai parlé juste avant, elle se calcule comme étant simplement la dérivée de la fonction de répartition par rapport à son argument. Et puis, il n'y a pas les mêmes contraintes que sur la fonction de répartition. Donc, rappelez-vous, la fonction de répartition, elle était entre 0 et 1 et elle était non décroissante. Et ici, la fonction de densité, elle est plus grande ou égale que 0, mais elle n'a pas de borne à 1. Elle peut être plus grande que 1. Et puis, elle peut aussi être décroissante. Elle doit juste être plus grande que 0. Et puis, en l'occurrence, elle doit aussi être la dérivée de la fonction de répartition. Et comme avant, rappelez-vous, quand on sommait, donc je vais vous montrer ici, quand on sommait donc les probabilités sur toutes les valeurs possibles, la somme faisait 1. Ici, dans le cas continu, c'est la même chose. Quand on somme la fonction de densité sur toutes les valeurs possibles, eh ben, le résultat sera toujours 1. Et comme j'ai parlé de toutes les valeurs possibles, peut-être pour être plus clair, je peux changer moins l'infini à plus l'infini par a à b. Mais en réalité, c'était quand même vrai de dire de moins l'infini à plus l'infini, c'est équivalent, dans le sens où dès qu'on a une valeur qui n'est pas possible, dès que notre variable aléatoire ne peut pas prendre une certaine valeur, alors la fonction de densité pour cette valeur vaut 0. Peut-être que je peux l'écrire aussi. Si x n'est pas inclus dans l'intervalle de a à b, alors la fonction de densité ax est égale à 0. Donc si on essaie de rassembler ce que je viens d'expliquer ici un petit peu, si par exemple on dessinait la fonction de répartition d'une variable aléatoire continue comme ça, et puis qu'on verrait que sur cette fonction de répartition, on aurait qu'à 5, on ait la valeur 0,42. Ça voudrait dire que la probabilité d'être plus petit ou égal à 5, c'est 42%. Et ce que ça signifierait en termes de fonction de densité, ça voudrait dire que l'intégrale depuis la borne inférieure jusqu'à 5 de la fonction de densité, eh ben cette intégrale vaut 0,42.